taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'ordre de Weyel, le deck building tactique. Alors, vidéo un peu particulière aujourd'hui, on va essayer de faire une petite FAQ sur certaines situations qui posent problème. Donc parfois c'est des situations que j'ai rencontrées moi-même et au final en relisant les règles, bah en fait c'était écrit, hein. C'est franchement le livret de règles est très bien fait. Parfois c'est problème de compréhension, voilà. Sinon d'autres trucs qui sont pas forcément écrits, mais en fait bah si c'est écrit quand même, enfin vous allez comprendre. Sur certains points, je vois les questions sur Facebook, donc j'ai pris un petit panel de questions sur Facebook et un tout petit peu sur Discord, mais j'ai pas fouillé beaucoup Discord pour l'instant. Si ça vous a plu, on pourra faire plusieurs épisodes de FAQ. En tout cas, j'aimerais que les auteurs, si possible, s'ils voient cette vidéo, qu'ils me corrigent si je dis des grosses conneries, parce que bah j'ai pas vérifié avec eux, hein, ils ont autre chose à foutre que de me répondre directement à mes questions comme ça, à toutes les questions que je me pose. Donc j'essaye cette FAQ. Si elle marche bien, dans le sens si ça vous aide bien et si je dis pas de conneries, ben on en fera d'autres parce que vraiment moi j'adore justement les jeux où bah il y a une richesse tellement grande des effets de cartes que ça nous pose plein de questions et je trouve aussi que ça fait partie du succès d'un jeu. C'est bah déjà les règles sont très claires, d'accord, mais il y a tellement d'interactions possibles que parfois on se dit ah mais zut, j'ai quand même un doute. Donc on y va. Premièrement, on va commencer par des choses un peu, on va dire, sur le matériel, que je vois, enfin, il y a des questions que je vois assez souvent. La première question que je vois le plus, c'est combien de sleeves il faut pour protéger mes cartes et quelle taille? Eh ben, c'est simple, il vous faut 900 sleeves, voilà. Vous prenez 9 paquets de 100. Bon, si vous avez des paquets d'autres, comment dire, d'autres unités, bah, vous adaptez en conséquence, hein. Mais il faut 900 sleeves, taille standard, 63 x 88. Quelle marque? Bah écoutez, on va pas mettre de bâton dans les roues aux auteurs, hein. Ils ont un partenariat avec GameGenic. Et je suis plutôt d'accord avec eux que GameGenic, c'est une très bonne marque de sleeve. Ils font de très bons accessoires. Et personnellement, j'utilise pas GameGenic, mais franchement, GameGenic, c'est très bien. Vous trouverez d'autres marques sur Facebook, etc. Mais voilà, GameGenic taille standard, je vous recommande aussi, hein, c'est très bien, c'est parfait. Voilà, donc ça c'était la première question. Deuxième question, comment vous rangez votre boîte? Eh ben écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ça va prendre un peu de place, hein, forcément. Donc moi ce que je fais, c'est que, hop, déjà j'ai séparé le jeu par extension. Donc pour l'instant, vu que je mélange pas les extensions, j'ai laissé les cartes d'extension ensemble avec la boîte pour me signifier quelle extension c'est. Donc là, vous avez les 4 extensions ici, hein, donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et ensuite, ici, vous avez le jeu de base. Enfin, jusque là. Tout là, c'est le jeu de base. Donc je mets des mousses sur les coins pour protéger les éventuels, comment dire, abîmages à cause de la bordure de boîte. Et ensuite, comment je range, c'est assez facile. Alors ça, prenez pas compte, c'est parce que je vais tourner une vidéo de gameplay juste après. Donc vous êtes déjà spoilé sur le fait qu'il y aura d'autres vidéos. Mais du coup ici je mets tous les héros avec leurs cartes compétences à chacun. Je vais vous montrer rapidement, hein. Par exemple voilà, vous avez le Sailor par exemple. Et ben hop, il y a ces 3 cartes qui suivent, la chamane avec ses 3 cartes, etc. Voilà, j'ai mis toutes les cartes de héros comme ça. Je les ai triées par couleur. Alors du coup, la première, je prends en compte la première couleur et si c'est la même pour la première, je prends la deuxième. Donc j'ai classé par rouge, jaune, vert, bleu, violet, incolore. Donc bon là ça commence au jaune parce que le champion rouge je l'ai sorti pour le jouer. Mais donc voilà, par exemple jaune rouge, c'est avant jaune vert, qui est avant jaune bleu, qui est avant jaune violet, etc. Puis après on passe au vert rouge, puis au vert bleu, enfin au vert jaune s'il y en a, puis au vert
Bah, vert vert, ça n'existe pas. Donc ça sera vert bleu et puis vert violet. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite, je mets aussi tout à la fin, dans le même intercalaire, les cartes héros novice, voilà, pour builder nos decks. Voilà, moi je suis obligé de faire un truc un peu propre, parce que moi, comme vous voyez, j'ai pas la version Kickstarter, donc mes intercalaires, ils ressemblent à ça. Donc, juste un truc tout blanc. Voilà, il faut être bien organisé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets les cartes des decks de base, hein, donc je les ai classées dans l'ordre en général qu'on les voit dans les cartes. Donc c'est d'abord les premiers secours, puis les courses, puis les frappes, puis les tirs normalement, puis ensuite on a les parades et enfin les soins mineurs. Voilà, comme ça, pareil, quand je veux me faire le deck de base d'un héros, bah j'ai pas à m'embêter, tout est déjà classé. La case d'après, c'est les ennemis. Donc j'ai mis les basiques, les intermédiaires, puis les puissants ensemble. Donc voilà, pareil, hein, je sépare les paquets, je mélange et on est prêt à jouer. Puis ensuite, ici, nous avons les boss. Donc le boss avec ses 7 cartes qui l'accompagnent, et à chaque fois, je fais ça. Voilà. Ensuite, normalement, c'est les champs de bataille. Hop, donc la petite case à part ici, les champs de bataille. Voilà, qui ont un dos différent, hein, donc c'est pour ajouter de la rejouabilité. Et enfin, les cartes récompenses, voilà, triées par couleur bien évidemment. Et comme je vous ai dit, je fais le truc rouge, jaune, vert, bleu, violet, incolore. Voilà, comme ça je sais quelle carte se trouve où, quel type de carte se trouve à peu près vers où dans la boîte. Et du coup, bah, ça me permet de trouver assez facilement ce qu'il me faut, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà comment je range ma boîte. Donc, je récapitule. Les héros avec les cartes héros novices. Ici, les cartes de base pour faire les decks de base. Ici, les méchants basiques, intermédiaires, puissants. Ici, les boss avec leur deck. Là, les champs de bataille. Et là, les récompenses triées dans l'ordre de couleur comme les héros. Et là, l'extension 4, l'extension 1, 2, 3, les dés, le tapis au centre bien évidemment, et les plateaux voilà, que je mets par-dessus. En général, voilà, j'essaie de les étaler un peu, histoire que ça prenne vraiment voilà, toute la place. Donc il y en a deux que j'ai sortis pour préparer pour les exemples, et pour le gameplay que je vais tourner tout à l'heure. Et voilà, en gros, globalement, ma boîte, elle ressemble à peu près à ça, avec une petite épaisseur en plus, vu qu'il y a encore deux plateaux à mettre. Puis, je mets le livret de règles, et paf, je range, et c'est bon. Voilà, donc petit temps rangement. Voilà, je sais pas si ça vous sera utile, mais bon, vu que je vois quand même quelques fois la question, puis même, en fait, moi-même, je me pose la question, mais comment on range ça? Donc c'est vrai que parfois c'est intéressant de savoir comment une personne fait, et puis après vous vous adaptez à votre guise, hein, bien évidemment. Voilà, donc nous avons terminé avec le rangement, et maintenant je vais vous expliquer comment certaines cartes se rangent. Parce que oui, pour ceux qui ont pris les extensions, il y a des cartes où en bas à gauche de l'illustration, il y a écrit plateau ou spécial. Et on se pose la question, mais où vont ces cartes? C'est écrit nulle part. Eh ben, sachez que déjà c'est faux, c'est écrit quelque part, mais pas dans le livret de règles. Donc je vais vous sortir ça tout de suite pour vous montrer. Donc par exemple dans l'extension 1, hop, que je vais vous montrer là, en fait vous avez une carte par exemple, voilà, qui s'appelle hop, les baies de Galuen. Vous voyez que c'est une carte spéciale survie, voilà. Et vous vous dites, mais ça va où? Ça va dans la pile de récompenses? Bah non, c'est pas une récompense. Qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, quand je vous dis que c'est pas écrit, mais qu'en fait c'est écrit, c'est que dans le livret c'est pas écrit. Par contre, vous avez une carte d'un héros qui s'appelle l'éclaireur, donc qui est un nouveau personnage jouable dans cette extension. Et ben il a une carte qui s'appelle survie, et qui dit que le héros ciblé place une carte baie de Galuen dans sa défausse, et que si les 4 baies se trouvent dans les decks, il retire cette carte de son jeu jusqu'à ce qu'une baie soit utilisée. Donc en fait, on gagne cette carte par le biais de cette capacité de héros. Voilà, donc la baie de Galuen, pas d'inquiétude,
c'est une carte liée à l'éclaireur, qui est un nouveau personnage jouable dans cette extension. Est-ce qu'il y a d'autres cartes du premier set qui méritent? Oui, bien sûr, il y a une autre carte. Voilà, pareil, vous avez le Python rocheux, qui est une carte plateau prison terrestre. Et là, pareil, moi je me suis cassé la tête au début, je me dis mais qu'est-ce que c'est, ça va où ça? C'est pas un champ de bataille, donc je le mets pas dans le champ de bataille, mais en même temps, c'est pas une récompense. Bon, qu'est-ce que c'est? Eh ben écoutez, pareil, il y a un nouveau personnage qui s'appelle le Forgeur, et en fait sa capacité maître, c'est placer jusqu'à 3 pitons rocheux sur des cases vides du plateau. Voilà. Bon bref, je vous laisse lire la carte, mais globalement voilà. Donc en fait vous placez ces cartes par le biais de cette capacité-là. Voilà, tout simplement, et je crois qu'il n'y a pas d'autres cartes qui méritent qu'on s'y attarde dans cette extension. Je revérifie rapidement quand même, mais non, voilà, après c'est des récompenses, etc. Donc ouais, non, voilà. Donc globalement, pour l'extension 1, c'est ça les cartes en fait qui posent un peu problème, hein. Donc hop, alors, je suis désolé, je me déplace en même temps pour voilà. Pour l'extension 2, il me semble qu'il y a aussi une carte qui posait problème et que voilà, j'ai trouvé la réponse. Il faut juste que je vois si je la retrouve ou pas. Ou est-ce que j'ai rêvé et que c'était pas dans l'extension 2, hein, tout simplement. Tac, tac, tac. Donc là, je vous le fais un peu en live, hein, mais bon, comme ça. Ah bah voilà, très bien. Vous avez une carte. Tac. Les plateaux et les miroirs enchantés. Ah bah ça, j'ai pas trouvé. Alors, je vais faire un petit cut et je vous reprends dès que j'ai trouvé. Voilà, excusez-moi pour ce petit contretemps. En effet, j'avais oublié de chercher. Donc en fait, les cartes full, plateau masqué dans la foule, en fait, elles se jouent grâce à cette carte-là, qui est une récompense verte, voilà, qui est placée jusqu'à 4 foules sur des cases vides, etc., etc. Donc c'est par ce biais-là qu'on utilise cette carte-là. Et l'autre carte, qui est du coup les miroirs enchantés, et ben ça se joue grâce à l'enchantement interdit, qui est une récompense incolore. Voilà, donc c'était écrit sur la droite de la carte pour ces deux cas. Et enfin, celle-là, pierre suspecte, j'ai pas cherché, tiens. J'ai pas cherché, donc je reviens. Et voilà, les pierres suspectes. Donc c'est une carte récompense incolore qui nous permet de voilà, placer les runes de rituels inachevés. Voilà, vous avez donc votre réponse pour cette deuxième extension. On passe à la suite. Voilà, on se retrouve donc l'extension 3, il n'y a pas grand chose à expliquer. L'extension 4, alors il y a quelques cartes à expliquer. Déjà le marteau de guerre. Le marteau de guerre fait partie du deck de base de Kelmin l'ours de la fierté. Voilà, vous savez que vous pouvez le mettre directement dans ce paquet-là. Alors voilà, mur de glace. Alors, tac, comment arrive cette carte en jeu? C'est simple. Il me semble que c'est une carte qui invoque des murs de glace. Et si je me trompe pas, c'est protection temporaire. Voilà, qui est une carte bleue de récompense qui dit choisissez une colonne du plateau, placez 4 murs de glace sur toutes les cases vides de la colonne ciblée, puis retirez protection temporaire du jeu jusqu'à ce que les murs de glace soient retirés. Voilà. Donc là, par contre, vous voyez que c'était pas précisé d'où est jouée cette carte. Donc à mon avis, il y a peut-être d'autres cartes qui la jouent, mais en tout cas, voilà, je vous ai donné un exemple d'utilisation du mur de glace. Le charognard, enfin les charognards, donc pareil, c'est un ennemi, mais en fait, il est assez particulier, il va pas tellement dans le deck ennemi. Vous voyez que le dos n'est pas exactement pareil, parce que en fait, c'est un boss notamment, hein, qui invoque un charognard, par exemple. Voilà. Donc, c'est Tiamel, le faucheur de cité. Il y a peut-être d'autres moyens d'avoir des charognards, mais pareil, ça, c'est un des moyens d'avoir un charognard. Et dernière chose, alors, les saignements, c'est un état qu'on peut avoir grâce à une carte, et je ne sais plus laquelle. Alors, du coup, en fait, c'était très simple. Les saignements marchent avec les charognards, dont je vous ai parlé juste à l'instant. Donc, inflige 2 dégâts à un héros, puis le héros place une carte saignement dans sa défausse. Donc en fait, ça va pourrir un peu son deck, et ça va faire des effets un peu chiants, quoi. Voilà.
Vous avez la réponse pour ça. Et enfin, la dernière carte à expliquer dans cette extension, c'est les cartes météores qui en fait vont dans le deck de Zélia, la séductrice, parce que elle a des effets du style, joue une carte météore. Voilà. Donc, hop, ça vous savez que c'est avec Zélia. Bon, c'était écrit, mais voilà, c'est quand même bien de le repréciser. Voilà, écoutez, petit tour d'horizon des cartes un peu particulières et de leur utilité, comme ça vous savez à quoi elles correspondent et vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête comme moi j'ai fait. Voilà, on passe à la suite pour des petits exemples de gameplay cette fois-ci. Alors, on va cette fois-ci parler de deux cartes un peu spécifiques sur lesquelles j'ai vu quelques questions sur le Facebook ou sur Discord. La première, donc c'est dans l'extension 3 avec les essences de corruption, la chaîne d'éclairs. Ça dit infliger 2 dégâts à un ennemi, répétez l'opération ci-après jusqu'à ce que vous ne trouviez plus de cible. On choisit un ennemi à 2 cases ou moins de votre cible précédente et on lui réinflige 2 dégâts. Chaque ennemi ne peut être ciblé qu'une seule fois par la chaîne d'éclairs. Vous voyez donc que la zone est comme ça, donc 2 de portée en avant et puis une espèce de T, ok. Donc là, vous voyez que dans ce cas présent, mon barbare, il peut toucher que le guerrier zombie, voilà. Mais du coup, comment ça marche? Eh ben, il va pouvoir cibler le guerrier zombie, lui faire 2 dégâts, et ensuite la suite c'est répéter l'opération ci-après jusqu'à ce qu'on ne puisse plus trouver de cible. Et donc on choisit un ennemi à 2 cases ou moins de notre cible précédente et on lui inflige 2 dégâts. Et donc il y a bien une cible à 2 cases ou moins en partant du guerrier zombie. Donc en fait, même si le prochain ennemi n'est pas dans la zone, ça marche. Il faut juste que le premier ennemi soit dans cette zone. Et ensuite, ça peut rebondir n'importe où. Donc du coup, la goule peut prendre 2. Et ensuite, à partir de la goule, on regarde. On a en effet un ennemi à 2 cases ici, le lancier squelette, et un ennemi ici, l'araignée. Du coup, imaginons que je choisisse l'araignée, par exemple, qui est bien à 2 cases de ma cible précédente. Et là, maintenant, vous allez vous dire, ok, ici, j'aurais pu choisir là et là. Mais du coup, est-ce que ça rebondit là aussi? La réponse est non. Parce que du coup, maintenant, on prend l'araignée comme nouvelle base pour faire l'effet. Et là, hop, on peut pas revenir sur le même ennemi. Et il n'y a pas d'autre ennemi à disposition, enfin à portée. Donc, la chaîne d'éclairs s'arrêterait là. Elle s'arrêterait aussi si j'avais choisi le lancier squelette. Par contre, si mon lancier squelette était par exemple comme ça, j'aurais pu choisir de soit faire d'abord le lancier, puis ensuite l'araignée, ou l'inverse, parce que de toute façon, les deux se trouvent bien à 2 cases de distance. Voilà comment marche la chaîne d'éclairs. Deuxième carte, cette fois c'est une carte du barbare, donc c'est pour ça que j'ai pris le barbare. Hein. L'attaque sautée, c'est la même zone que tout à l'heure, on se déplace sur une case adjacente à l'ennemi ciblé, puis on lui inflige 3 dégâts. Je vois pas mal de questions tomber aussi sur cette carte-là, parce que les gens se disent, mais est-ce que je dois forcément finir sur une des cases présentes? La réponse est encore une fois non, parce que ça sert juste à cibler un ennemi, donc je cible le guerrier zombie, et ensuite je me déplace sur une case adjacente à l'ennemi ciblé, mais pas forcément une des cases sur la carte. Donc, facile, je peux choisir de finir là, en dessous ou là. Et donc vous voyez bien que j'ai pas besoin d'être dans une de ces cases, parce que si je vais derrière, je serai dans la case ici. Voilà. Donc en gros, vous êtes droit de vous mettre là et puis de faire 3 dégâts. Voilà, c'est une explication de la carte attaque sautée. On passe à la suite pour d'autres exemples. Voilà, maintenant on va faire 2 petits exemples avec le déplacement des monstres et avec surtout le fait qu'ils soient fainéants ou pas. Qu'est-ce que ça implique? Quand un monstre est fainéant, il va essayer de faire le moins de déplacements possible et il va essayer de taper l'ennemi le plus proche. Donc par exemple, le guerrier zombie est ici. Il a 2 choix. Il a le pyromancien et le barbare, d'accord? Écoutez, il va pas s'embêter. Il va faire 2 déplacements, infliger 2 dégâts à un héros. Le plus proche, c'est le pyromancien. Il va essayer de faire le moins de déplacements possible. Donc, il va aller ici. Pourquoi il va aller ici? Deuxième règle importante. Les monstres privilégient d'abord les changements de ligne avant les changements de colonne. Donc là, en faisant ça, il change de colonne. Donc, c'est pas bon.
Donc le bon placement pour ce mob, c'est le changement de ligne. Et ensuite, c'est le pyromancien qui prend. Deuxième cas de figure, nous avons deux héros à équidistance. Bon, bah là, on va dire que le choix est assez simple, donc on va plutôt les mettre comme ça. Voilà. Il a deux héros à équidistance. Qui c'est qui va taper? Il va aller taper le barbare parce que il a la menace la plus haute. Donc quand il y a égalité, eh ben, il va aller tout simplement taper celui qui a la menace la plus haute. Donc il va vers le barbare. Troisième cas de figure, voilà, on est comme ça, il est déjà au corps à corps avec le pyromancien, et bah il y a le barbare qui est à une case, donc il peut se déplacer et taper le barbare qui a plus de menaces, mais non, c'est un flemmard, donc il reste ici, voilà, et il va taper du coup le pyromancien. Ça c'était pour les monstres fainéants. Maintenant, un petit exemple avec un monstre qui n'est pas fainéant, donc il y a ce petit logo là. Donc lui, il tape en ligne, il dit effectue 2 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros, puis 2 dégâts au héros adjacent à sa cible. Premier cas de figure, on est comme ça. Alors, je vais peut-être le recentrer un peu, histoire que vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà, comment ça se passe? Donc pareil, pyromancien 9 de menace, barbare 12. Le mage rouge peut taper sans se déplacer, et il peut taper le pyromancien et le barbare. Qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, c'est pas un flemmard, et de toute façon, ça n'a pas d'importance, en fait, parce que quand un ennemi peut être tapé, en fait, ils vont toujours choisir celui qui a la menace la plus haute. Donc en fait, vu qu'il a la portée pour taper et lui, et ben en fait, même si le pyromancien est plus proche, le barbare sera pris pour cible, car c'est lui qui a la plus grande menace, tout simplement. Maintenant, imaginons qu'on est comme ça. Voilà, vous allez me dire, le pyromancien est à portée, pas le barbare. Donc le mage rouge, et bah, il tape le pyromancien et c'est terminé. Eh ben non, ce n'est pas un flemmard, donc il va faire quand même encore le minimum de déplacement possible, mais pour pouvoir atteindre sa cible. Et donc sa cible, c'est celui qui a la plus de menaces. Donc si on veut, on va dire résumer ça de manière simple, les ennemis fainéants font le moins de déplacement possible et tapent au plus proche, alors que les ennemis non fainéants font quand même le moins de déplacement possible, ou alors font un max de déplacement, mais ils ciblent toujours celui qui a la plus grande menace. Voilà. J'espère que j'ai pas faux dans ce point de règle, parce que je me suis arraché des cheveux sur pas mal de cas de figure, sachant qu'il m'en reste déjà pas beaucoup des cheveux. Donc voilà. Donc j'espère que c'est bien comme ça que ça marche. Et vous me corrigez bien évidemment. Si c'est faux, s'il vous plaît, c'est très important de pas diffuser des bêtises à tout le monde. Voilà. On se retrouve pour dernière question, deux dernières questions, et ensuite la vidéo sera terminée pour cette première, pour ce premier épisode de FAQ. Voilà, un dernier petit exemple pour cette vidéo. Donc on va parler de la mort. Et oui, hein, dans le jeu, la mort est quand même assez présente, parce que bah voilà, ça peut vous arriver de mal gérer vos blessures et bah, de vous retrouver à ne plus pouvoir piocher de cartes. Dans ce jeu, on meurt quand on ne peut pas piocher une main de 5 cartes à la fin de son tour. C'est très important, à la fin de son tour. Ce qui veut dire, imaginons que bah voilà, je me suis fait taper, voilà, imaginons que j'avais ça voilà, dans ma main, et que eh ben, le monstre guerrier zombie m'a tapé 2. Alors j'étais comme ça, voilà, hop. Le guerrier zombie m'a tapé 2 pendant son tour. Donc bah là, vu que j'ai plus de deck, je perds par exemple bah, mes 2 cartes dans la main, d'accord. Allez, je défausse ces deux-là. Voilà, c'est à moi de jouer. J'ai le droit de jouer mes cartes. Parce que bah, c'est le début de mon tour, j'ai le droit d'avoir moins de 5 cartes, il n'y a pas de problème. Donc imaginons que mon soigneur, je sais pas, il a déjà joué, il avait pas de soins, etc., pas de chance. Et ben moi je joue mon tour, donc je fais les effets de mes cartes, machin. À la fin du tour, j'essaie de repiocher une nouvelle main, donc je pioche mes 3 cartes, et là, paf, je suis mort. Je ne peux pas jouer, enfin je ne peux pas piocher ma main de 5, donc je suis mort. Quand on meurt, qu'est-ce qu'on fait? On défausse sa main, et on est mort. Voilà, on n'existe plus. On peut plus rien faire, et notamment, bah, en fait, on n'est plus un obstacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, ça veut juste dire que bah, normalement, les ennemis ne peuvent pas nous traverser. Bah là maintenant, bah, il peut clairement me marcher dessus, il n'y a pas de problème, quoi.
Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. C'est une notion très compliquée, la mort dans le jeu, de prime abord, hein. Mais sauf qu'après, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc, je vais essayer de vous retrouver le point de règle. Voilà, nous sommes donc à la page 15, la mort d'un héros. Donc, à la fin de son tour, si un héros doit piocher ses 5 cartes et qu'il n'y a plus assez de cartes, ni dans son deck, ni dans sa défausse pour former une main complète, le héros défausse les cartes qu'il a en main et meurt. Il reste alors sur le champ de bataille, mais il ne compte plus comme un obstacle. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'en gros, on peut lui marcher dessus, on peut le traverser, etc. Un héros mort ne peut pas être la cible des effets des ennemis ni de ses alliés, sauf si l'effet précise le contraire. Voilà. Et comment on ressuscite? Si un héros mort peut de nouveau constituer une main complète au début de son tour, cette fois-ci, il pioche ses cartes puis joue normalement son tour. Il ne revient donc à la vie que lorsqu'il commence son tour et non dès qu'il reçoit des soins. Très important, c'est cette règle, et je vais vous l'illustrer tout de suite. Donc imaginons, voilà, fin de tour, mon barbare est mort, donc vas-y, je le retourne pour dire qu'il est mort. Et on va dire que c'est au tour de mon guérisseur. Voilà, donc mon guérisseur, il a ces cartes-là dans son deck, etc. On va faire deux cas de figure. Là, mon barbare, il est juste à côté de mon guérisseur. Donc, a priori, je peux lui faire cette carte qui s'appelle soin. Piocher une carte, soigner 2 blessures à un héros. Mais non, on vient de dire qu'un héros mort n'est pas ciblable par les capacités des alliés et des ennemis, sauf s'il est mentionné qu'on peut cibler un mort. Et c'est le cas de résurrection. Soigner 3 blessures à un autre héros, puis piocher une carte. Résurrection peut être utilisée sur un héros mort. Voilà. C'est ça la nuance entre ces deux cartes, c'est que celle-là peut être utilisée sur les morts. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'un nouveau tour commence. Donc mon barbare, il est mort, hein, il n'a pas joué, d'accord? Donc il n'a pas joué, mon guérisseur n'a pas joué non plus. Donc on va d'abord faire jouer mon guérisseur, ok? Et mon guérisseur va faire résurrection. Soigner 3 blessures à un autre héros, puis piocher une carte. Résurrection peut être utilisée sur un héros mort. Donc, hop, on va dire que je lui reprends 3 cartes ici, dans sa défausse. J'ai pu cibler un mort. Maintenant, il y a deux cas de figure. Voilà, on va dire que mon guérisseur, il a d'autres cartes, hein, d'accord? C'est juste j'ai la flemme de sortir toutes les cartes. Voilà, il a d'autres cartes, il s'est refait une main de 5, ok, pas de souci. Voilà, il a ressuscité le barbare ou pas. Je vais vous dire pourquoi ou pas. Là, dans la défausse de mon barbare, il y a 6 cartes. Donc, au début de son tour, il peut se constituer une main complète étant 5 cartes. Donc, il remélange les cartes et il repioche 5 et il peut rejouer tout de suite. Pas de problème, vous me direz. Très bien. Deuxième cas de figure. Je suis avec le barbare, donc, tac. Voilà. Par exemple, voilà, il me restait une carte dans ma défausse, d'accord? Donc je suis mort, j'ai perdu toutes mes cartes sauf une seule, d'accord? Je suis mort parce qu'il me restait une carte. On fait le même cas de figure, personne n'a joué, je fais jouer mon guérisseur, d'accord? Et là, mon guérisseur va lui faire pareil, résurrection. Soigner 3 blessures à un autre héros, puis piocher une carte, elle peut être utilisée sur un mort, machin. Ok. Là, j'ai soigné 3 cartes, ok? Maintenant, on regarde, dans ma défaut, j'ai que 4 cartes. Vous seriez tenté de dire, c'est bon, la carte s'appelle Résurrection, mon barbare est ressuscité, c'est bon, je peux lui faire d'autres soins. Donc, je peux lui jouer un soin conventionnel pour encore le soigner 2. Comme ça, hop, il revient à la vie et il peut jouer son tour. Et sachez que c'est archi faux, vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la règle dit qu'on revient à la vie si au début de son tour, on peut faire une main de 5. Là, si on reste dans ce cas de figure où il a 4 cartes, il ne peut pas faire une nouvelle main, il n'est pas ressuscité. Donc, si vous voulez ressusciter votre barbare, il faut par exemple que vous refassiez un tour de votre deck et que vous repiochez une carte qui cible un mort. Donc, les deux cas de figure, c'est je soigne. Après le soin, est-ce que mon héros a assez de cartes? Premier cas, il a moins de 5 cartes dans son deck et sa défausse. Il est toujours mort. Et donc, il faut attendre de rejouer une carte qui mentionne qu'on peut cibler un mort pour pouvoir le ressusciter. Par contre, s'il a 5 cartes ou plus, il peut reconstituer une main, il revient à la vie, il peut jouer, et du coup, surtout, on peut le soigner maintenant. Voilà.
Et d'ailleurs, je me pose même la question, si imaginons que voilà, j'avais soigné 3 cartes là, donc il repasse à 7, est-ce que il est directement vivant pour que je puisse lui faire le soin? Ça, c'est une question que je vous pose, alors que je suis censé faire une FAQ. Mais pour moi, on ne peut pas jouer le soin tant que le barbare n'a pas joué son tour. Parce que c'est vraiment écrit qu'il revient à la vie au début de son tour. Donc, on va quand même revoir la règle, page 15. Donc si un héros mort peut de nouveau constituer une main complète au début de son tour, il pioche ses cartes et joue normalement. Il ne revient donc à la vie que lorsqu'il commence son tour. Donc en fait j'ai la réponse, c'est très bien fait. Même si j'ai fait résurrection, qu'il a plus de 5 cartes, je vais devoir attendre qu'il joue avant de pouvoir lui refaire un soin conventionnel, parce que tant qu'il n'a pas rejoué un tour, il est toujours mort. Voilà, on a la réponse. Qu'est-ce qu'il est bien fait le jeu? Et donc voilà, on se retrouve donc pour la fin de vidéo. J'espère que cette FAQ vous aura plu, j'espère que vous aimez le format. Là, j'avoue que je teste un peu, voir comment je présente ça. C'est peut-être encore un peu brouillon, mais en tout cas, j'espère que ça a quand même répondu à quelques-unes de vos questions, voire à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou sur Facebook, Discord, etc. J'essaierai de lire un peu, de faire un condensé des choses qui reviennent le plus. Et puis, en fait, c'est simple. Les questions, elles viennent quand? Elles viennent quand on y joue au jeu. Donc, voilà. Donc, je vais faire d'autres parties. Je vais avoir d'autres questions qui vont me venir à l'esprit. Et j'aurai envie d'y répondre. Donc, je vais chercher, je vais demander, je vais lire les règles plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve la réponse parce que j'adore ce genre de jeu. Voilà, petite mention. Mon jeu préféré de tous les temps, c'est Marvel Champions. Et en fait, je suis en train de clairement retrouver les mêmes sensations parce que Marvel Champions, c'est assez dense en termes de règles. Mais voilà, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein de combos, plein d'interactions, etc. Là, je suis clairement en train de retrouver ça dans ce jeu-là. Donc, il y a de grandes chances que ce jeu monte vraiment très très haut dans mon top, hein. Top 2, top 1. Franchement, si ça arrive à détrôner Marvel Champions, je dis bravo à l'équipe de Paria, parce que Marvel Champions, ça fait 3 ans que j'ai découvert ce jeu, et ça fait 3 ans que c'est mon top 1, quoi qu'il arrive, toutes catégories confondues, etc. Donc, si vous arrivez à détrôner ce jeu qui pour moi est indétrônable, bravo à vous. Il faut que je joue plus pour le découvrir. Voilà. Merci à vous de votre soutien. N'hésitez pas à commenter, à partager et à me dire du coup ce que vous voulez voir sur la chaîne, hein. Pour l'instant, vous voyez qu'il y a un peu de Star Wars, le jeu de cartes qui sort encore, hein, c'est normal. Mais bon, si il y a du monde qui regarde les vidéos de ODV, je vais faire beaucoup de ODV, il n'y a aucun problème, d'accord? Si vous aimez ça, il n'y a pas de souci, je vais vous en donner. Voilà, merci à vous. Et puis comme dirait à la fin de chacune de leurs vidéos l'auteur, notamment Alexandre, jouez à des jeux. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui, pour le coup, me tient vraiment à cœur. Jouer à des jeux, c'est bien, mais jouez-y bien, c'est mieux. Salut, à la prochaine.